Bonjour, bonjour, bonjour à nouveau, bienvenue sur ma page YouTube. Ça fait un bon bout que je suis parti, je suis de retour aujourd'hui avec un nouveau chapitre qui va porter sur le système éducatif américain. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes bénis dans toutes vos entreprises quotidiennes. En tout cas, moi je vais bien en cette veille des fêtes de Noël. Alors, aujourd'hui, je m'en vais vous parler du système scolaire américain comparé au système scolaire camerounais côté francophone parce que nous avons le système scolaire anglophone aussi au Cameroun qui n'est pas le même que le système francophone. Alors, j'irai ici démontrer, présenter quelques traits saillants de la différence entre le système éducatif camerounais francophone et le système éducatif américain. Donc, cette série pourra nous permettre de partir de la plus petite enfance à l'école jusqu'au collège ou bien à l'université, ici aux États-Unis, et puis comparer les mêmes niveaux d'éducation au Cameroun sur le plan francophone. Le système éducatif francophone au Cameroun pourra être assimilé à celui de tous les autres pays de l'Afrique francophone, mais à des différences près. Okay. Donc, aux États-Unis, l'expérience que nous avons eue nous permettra simplement de parler de ce que nous connaissons et de quelques textes que nous avons lus ça et là. Et nous devons rappeler au passage que les États-Unis, c'est 50 États, c'est 50 petites constitutions à la tête de chaque État avec coiffée d'une constitution fédérale. Et donc, c'est 50 cultures éducatives aux États-Unis. Les différences ne sont peut-être pas très grandes, très importantes, mais chaque État a sa culture, ses réalités qui font que son système éducatif s'adapte à ces réalités, à ces contraintes, ainsi de suite. Moi qui vous parle, je vous parle du fond des États-Unis en Louisiane. Je suis à Bâton Rouge et je vous parlerai de l'expérience des établissements scolaires du système éducatif implémenté à Bâton Rouge aux États-Unis. Et donc, pour cette série, nous commencerons par le système éducatif au niveau de l'enseignement secondaire au Cameroun, qui est le lycée qui va généralement du 6e en terminale, de la 6e en terminale. Et je vous parlerai de la même chose ici, sauf que je préférerais prendre, aux États-Unis, je vous parlerai du high school pour comparer les deux. OK. Donc, le système éducatif au Cameroun, je parle de l'organisation, structuration, je ne parle pas des contenus des programmes déjà, je ne parle pas des contenus, de la structuration des systèmes éducatifs. Au Cameroun, quand vous avez un enfant, nous allons à l'école depuis l'âge de 3 ans, 3 ans déjà, le cours pédagogique autorise les enfants de partir à l'école, c'est-à-dire que les pédagogues estiment que l'enfant a déjà les capacités à l'âge de 3 ans, 4 ans d'aller à l'école au Cameroun. Parfois, les lois ne sont même pas appliquées, ainsi de suite. Donc, l'enfant va à la petite section au Cameroun. Après, il va à la grande section, il va à la maternelle, il va à la CIL, ainsi de suite, jusqu'à il arrive en moyen 2, et pas en 6e, il arrive en terminale. Aux États-Unis, l'enfant ne peut aller à l'école que s'il a 4 ans. Avant 4 ans, il n'a pas le droit d'aller à l'école. C'est-à-dire que les pédagogues ont estimé qu'avant 4 ans, l'enfant, si on envoie l'enfant à l'école, on sera en train de le bousculer moralement, on sera en train de bousculer ses potentialités cognitives à cet âge. Donc, il faut attendre l'âge de 4 ans pour aller à l'école. Pour expérience, je suis arrivé ici avec ma fille. Elle venait de passer son anniversaire de 4 ans et elle a été refusée d'aller à l'école parce qu'on estimait que c'était trop tôt. Son anniversaire venait juste de passer, donc il fallait attendre la prochaine rentrée. Ça, c'est les États-Unis et aucune école ne vous acceptera ainsi. Si on vous a dit non, vous n'allez pas passer. Et alors, mais les enfants peuvent aller
et il y a ce qu'on appelle le early start, le early scare, le early care, qui est les enfants qui connaissent des problèmes, des difficultés, certaines difficultés au niveau mental, ainsi de suite, ou peut-être au niveau psychique, peuvent aller à l'école dès que le docteur constate qu'à l'âge de 2 ans, que leur développement n'est pas un développement normal d'un enfant de leur âge. Des examens peuvent être entrepris par les médecins, par des spécialistes qui arriveraient à une conclusion que l'enfant a un retard dans tel ou tel domaine, peut-être dans le speech, bien peut-être dans la compréhension, peut-être que dans ainsi de suite. Et donc cet enfant est pris en charge très tôt, aussi tôt possible. Et ce n'est pas une école réellement, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes qui sont mobilisés, financés par le gouvernement, qui prennent soin de cet enfant afin qu'on le prépare de telle sorte qu'il soit prêt à l'âge de 4 ans pour aller entrer dans le même groupe que tous les enfants de son âge pour prendre les enseignements qui leur sont nécessaires. Donc, ça, c'est la base. Mais dans cette vidéo, nous allons mettre, il y a plein de choses qu'on pourra dire pour l'éducation aux États-Unis. On mettra l'accent sur le high school qui est l'expression pratique chez les francophones de la seconde en terminale, qui va du 9th grade au 10th grade, au 12th grade. Donc, je vais dire la troisième, parce que troisième, seconde, première, terminale, c'est 4 ans. Le high school, c'est 4 ans aux États-Unis. Donc, le high school, c'est un système, quand je l'ai fréquenté, quand je l'ai pratiqué, j'étais très, très surpris parce que au Cameroun, dans les pays francophones, les enfants commencent l'école. Vous avez des enseignants déjà les enseignants, chaque enseignant les élèves ont leur classe, salle de classe, qui est fixe, mais ce sont des enseignants qui font la rotation, la permutation devant les élèves. Et aux États-Unis, ce sont les enseignants qui ont leur classe dans le high school. Du 9 au 12 grade, ce sont les enseignants qui ont leur classe. Chaque enseignant de biologie, enseignant de chimie, ainsi de suite, chaque enseignant a sa classe. Et ce sont les élèves qui font plutôt la rotation dans les salles de classe. C'est-à-dire qu'ils vont le matin, ils commencent tel cours dans telle classe, ils ont leur schedule qui est là, ils ont leur calendrier, programme de cours qui est là. Il sait qu'à 9 h, j'irai à telle classe, il connaît ces classes, l'enseignant les accueille quand la classe finit et ils partent. C'est d'abord la principale différence. La deuxième différence, c'est que les enfants, justement, entre deux cours, ils ont un temps qui leur est permis de bouger entre les deux cours. C'est-à-dire qu'ils ont 4 à 5 minutes entre deux cours. Quand ce cours finit, ils ont ce temps-là pour se déplacer d'une classe à une autre. Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Bon, bref, les enseignants ils font un effort d'arriver à l'heure dans la classe parce que les élèves, de toute façon, sont là sur place. C'est la deuxième chose. Maintenant, les cours sont dispensés comment? Au Cameroun, dans les pays francophones, les élèves à la rentrée, il y a ce qu'on appelle le supply list, donc les listes de fournitures scolaires qui sont, chaque enseignant exige son cahier, ainsi de suite, et des ouvrages, ainsi de suite. Mais ici, c'est facultatif. Les notebooks ne sont pas toujours, c'est pas obligatoire pour les élèves. Vous verrez carrément des élèves qui vont à l'école. Bras ballants, ils se lèvent le matin, il va à l'école, il n'a même pas le bic, il n'a même pas le crayon. C'est parfois la responsabilité de l'enseignant d'avoir tous ces outils dans sa salle de classe au cas où un élève solliciterait. Et ils ne prennent pas note, c'est-à-dire que ce n'est pas l'enseignement où on irait dans les pays francophones ou bien au Cameroun où l'enseignant arrive avec tout un bloc déjà préparé, il vous fait rédiger pendant 45 minutes ou bien pendant 2 heures de temps, vous rédigez, vous écrivez. Non, ils ne prennent pas ce genre de notes. L'éducation est découpée autrement. C'est-à-dire que c'est parfois des applications, la technologie qui est utilisée, des applications comme Quizlet, comme Kahoot, comme Nearpod, comme Duolingo. On utilise toutes ces applications dans les salles de classe pour pouvoir rendre l'apprentissage plus facile pour les enfants. Donc, c'est beaucoup plus orienté vers la pratique. On leur présente la théorie, on les fait pratiquer carrément ce qu'ils ont appris. Ce qui fait que les prises de notes, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils passent parfois beaucoup de pratiques et ils retiennent les théories, ainsi de suite.
Donc, ça, c'est aussi la deuxième différence. Les élèves ne passent pas le temps à copier. Non, ils n'ont pas de notes qui vont lire à la maison. Maintenant, comment les devoirs se passent? Les devoirs, l'enseignant en Afrique, au Cameroun, en Afrique francophone, vous enverrez les devoirs, vous aurez les devoirs chaque jour, vous les faites même à l'école, vous les faites même à la maison, ainsi de suite. Les élèves ici en ont aussi des devoirs, ils les font à l'école, ils les font à la maison. La différence, c'est que l'expérience que j'ai eue, il n'y a aucun devoir, aucun travail que tu puisses demander à un élève de faire qui ne soit pas noté et qui ne soit pas mis, qui ne soit pas considéré comme une note finale, une note qui va entrer dans son bulletin. Toute tâche, tout travail que vous demandez à un élève de faire dans votre classe doit être bonifié. C'est-à-dire que l'élève doit mériter quelque chose en retour. Vous ne lui demandez pas de faire quelque chose, il ne va pas le faire. Parce que c'est comme ça qu'ils sont moulés. Par contre, que chez nous, nous faisons beaucoup les exercices. Je me rappelle, moi, j'ai fait l'enseignement technique commercial G2. Et parfois, je suis ici, je regarde le nombre d'exercices que j'ai dû faire dans ma vie, les calculs, les gros chiffres et autres que j'ai dû pratiquer, la routine pour pouvoir comprendre les processus des opérations comptables et autres. Ici, ce n'est pas ça. C'est que si vous faites un cours à l'école, un enseignant vous présente une notion, et puis il fait le modèle, c'est-à-dire qu'il joue, il présente, il pratique ça lui-même devant vous, et puis vous fait pratiquer. Votre volonté de participer est comptée, est notée. Bref, tout geste que l'enfant fait à l'école est important parce que dans l'ensemble, l'observation de l'élève, les ajustements de l'élève dans la classe tout détail doit être noté et doit être collecté par l'enseignant parce qu'on étudie la sociologie de l'élève, le comportement de l'élève, parce que plus tard, c'est ça qui pourra justifier tel ou tel acte ou telle note que l'élève va avoir. Les enseignants ont des qualités pour ça. Donc, ça, c'est pour les devoirs. Et maintenant, en fin de semestre, en fin de trimestre, parce que justement encore, ici, il parle de semestre. Là-bas, ou en Afrique, nous parlons de trimestre qui commence de septembre en décembre. Le semestre commence en août. Dans mon état, août, ça finit en septembre. Le semestre de cette rentrée 2019-2020 finit le 19 décembre. C'est un semestre. Alors, le semestre ici, généralement, la fin du premier trimestre, c'est souvent l'examen l'examen trimestriel. Ici, là-bas, on demande aux élèves d'aller réviser tout ce qu'ils ont appris durant le trimestre. Et Dieu seul sait combien de chapitres, combien de matières que nous avons souvent. Tu peux avoir 12 matières et tu dois étudier avec peut-être 5 ou 6, 7 chapitres dedans que tu dois tout lire. Et tu dois tout valider, ainsi de suite. Ici, il est exigé à chaque enseignant de produire ce qu'on appelle le study guide. Donc, un enseignant cible des cours, des chapitres dans lesquels il va évaluer les élèves. Il prépare un projet de révision, donc des questions dans ces chapitres-là qu'il va réviser avec les élèves. Il le présente à son administration. Et ils ont une semaine, ils ont un certain temps avec les élèves pour, ils distribuent, chaque élève a cette copie, ils distribuent à chaque élève ces questionnaires, ce modèle de questions relatifs à ces chapitres qui sont susceptibles de venir à l'évaluation. Et ils vont l'analyser, corriger, apprendre, ainsi de suite. Au bout d'une semaine de révision, l'enseignant a l'obligation de produire un examen, un test qui est fait à base de ce study guide. Pas peut-être les mêmes questions exactement, mais ça peut être les mêmes questions reformulées d'une autre manière. Et c'est comme ça que les élèves sont évalués. Je trouve ça, quand je regarde ce qui se passe avec nous, en tout cas à mon époque, je ne sais pas si les choses évoluent, je ne crois pas trop, où il fallait faire lire toute la comptabilité générale, financière, analytique et autres. Il fallait faire tout ça, il fallait faire les mathématiques financières, il fallait faire la philosophie, il fallait aller faire le français, il fallait aller faire l'anglais, il fallait aller faire l'éducation à la citoyenneté, il fallait aller faire si. Tout ça
sans study guide, rien, et puis tout, on nous évalue sur tout. Ça rend le système d'apprentissage de l'élève très léger et l'élève peut facilement évoluer dans ce couloir-là. Donc, voici les principales différences. Il y a une dernière, c'est la notation. Comme je l'ai dit, tout devoir que l'élève fait à l'école doit être noté. Déjà, vous lui donnez le devoir, il vous demande si vous allez noter. Si vous ne notez pas, vous n'allez avoir aucune volonté de sa part. Il ne va pas le faire, vous ne pourrez rien lui faire. Donc, les élèves ont donc cette culture-là qu'ils auront leur devoir. Donc, il faut que je découpe le semestre. Le semestre, c'est 2 parties de 9 semaines. Donc, la première partie du semestre, c'est les first 9 weeks. Donc, qui part de août jusqu'à fin octobre, ça fait 9 semaines. Et au bout des 9 semaines, chaque enseignant a l'obligation de produire chaque semaine au moins deux notes. C'est-à-dire que quotidiennement, ils évaluent ces enfants 2 notes. Donc au bout, après les 9 premières semaines, il y a ce qu'on appelle les second 9 weeks qui partent de octobre jusqu'au 19 décembre. Donc ça fait 18 semaines au total qu'on appelle un semestre ici, un semestre à l'école. Ce semestre-là devra donc produire 18 fois 2 notes. Donc, c'est-à-dire que nous devons avoir 18 notes pour chaque 9 weeks. Et vous aurez des élèves qui vont mal travailler pendant toutes ces deux parties, pendant ce semestre, qui vont se retrouver avec des mauvaises notes. Parce que je vois aussi la graduation, elle n'est pas la même chose que celle que nous avons en Afrique. Vous allez vous retrouver avec des élèves qui ont A, qui est qui est excellent, ou alors qui est bien, très bien. Vous avez B, vous avez C, vous avez D. Tout ceci est encore acceptable. Mais si vous avez F, vous avez échoué la classe. Alors, vous vous retrouvez avec des élèves qui ont F qui échouent la classe. Ils n'échouent pas qu'ils vont venir reprendre la classe l'année prochaine, qu'ils ne vont pas avancer. Non. Ils échouent une classe, pas toute la classe déjà. Ils échouent une seule classe. Et quand ils échouent cette classe-là, quand ils disent pas les classes, pas du sujet, peut-être ils peuvent réussir toutes les autres matières, mais ils échouent en mathématiques, par exemple. Et il a l'obligation de revenir. On ne va pas lui faire reprendre toute l'année parce qu'il a échoué cette matière-là. Il a une panoplie d'options pour pouvoir se rattraper. La principale option, c'est qu'il doit faire le summer class. Donc, il peut venir pendant l'été, il va reprendre sa classe-là. Il y a des applications qui ont été mises sur pied au début du second semestre, lui, en plus de ce qu'il sera en train de faire à l'école, il prend des cours online sur cette classe-là, ainsi de suite. Mais ceux qui ont bien travaillé, qui ont la lettre A, sont parfois, selon la décision du principal, bien la proviseur de l'école, sont exempts de l'examen final du semestre. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle le test exemption. Donc, ils ne vont pas passer le test final parce qu'ils ont bien travaillé au courant du semestre. Donc, voilà un peu, vous voyez, vous connaissez les méandres des notes chez nous en Afrique. Déjà, ici, chaque fois que l'enseignant donne une note à un élève, ça part dans le système et le parent peut consulter la même chose à la maison le soir sur l'ordinateur. Et l'ancien ne doit pas blaguer avec. Il ne va pas aller et revenir dedans pour changer les notes n'importe comment. Ces notes une fois qu'ils sont entrés dans le système, vont rester existantes pour toute la vie de l'étudiant. C'est-à-dire que ces notes vont participer à la recherche des bourses pour ces élèves. Parce que si vous avez en dehors de la notation en lettres qui est de A, B, C, D, F, il y a maintenant la notation en moyenne, c'est-à-dire que la moyenne générale de tout ce que vous avez, qu'on appelle le GPA, plus votre GPA, enfin, s'il est à 4, plus il tend vers 4 parce qu'il va de 0 à 4, plus il tend vers 4, plus il vous aidera. Vous êtes susceptible d'obtenir des bourses par des écoles, par des universités, bien des collèges. Moins vous tendez vers 4, moins vous avez les chances. Donc, c'est toute cette note ramassée depuis le pre-K, donc la petite section, jusqu'au high school, à la dernière année, où l'enfant a dans les alentours de 16-17 ans. Cette note, les offreurs de bourses, les structures qui donnent des bourses vont
observer tout cela et puis vont prendre une décision ou celle de donner ou pas une bourse à l'élève. Ça, c'est une option pour les bourses. La deuxième option pour les bourses, c'est des activités parascolaires dans le high school. C'est-à-dire qu'un élève qui est sportif, un élève qui participe à des activités comme la musique, des clubs de musique ou bien des clubs de danse, des pom-pom girls et puis toutes ces activités parascolaires. Mais la bonne condition, il y a une condition qui est préliminaire à la participation à toutes ces activités parascolaires. Pour pouvoir participer, il faut être un bon élève. Un bon élève qui a de bonnes notes. Vous n'avez pas de bonnes notes, vous ne pouvez pas participer à, ce programme, à tous ces programmes extrascolaires qui, au plus tard, les organismes qui sponsorisent ces genres d'activités vous sollicitent, vous donnent des bourses, ainsi de suite. Donc, voilà un peu en gros le système éducatif. Le high school, c'est-à-dire que du 9, 10, 11 et 12 grades est comparé de la 3e, seconde, première, terminale. Parce que déjà, vous allez voir quoi que nous avons chez nous, il faut passer un examen officiel qui est le BEPC, qui parfois les gens échouent. Il faut passer après le probatoire pour ce qui est du Cameroun, dont les gens échouent beaucoup. Il faut passer après le baccalauréat qui est notre examen officiel national. Donc, ça, vous voyez autant de couacs, autant de tracasseries que les élèves qui passent par ce système-là se rencontrent au chemin. Mais généralement, on s'en sort très bien. Moi, j'y suis passé, je me suis en sorti, je ne suis pas mort et je suis sorti. Croyez-moi, je suis très fier de ce parcours aujourd'hui. Je suis très fier de ce parcours parce que quand nous arrivons ici, si vous êtes passé par ça, vous vous rendez compte que, pas que le système ici n'est pas bon, mais que comparé à ce qu'on nous fait vivre en Afrique, vous comprenez que vous êtes un survivant. Survivant parce que les gars brutalisent nos cerveaux en Afrique. Brutalisent avec tout ce que nous apprenons. Mais quand on arrive à leur côté, vous allez toujours voir que nous sommes des meilleurs. Ça arrive toujours que nous sommes les meilleurs. Et ce n'est pas seulement que les Africains. Les meilleurs étudiants aux États-Unis ne sont pas les Américains. Ce sont des Asiatiques, ce sont des Africains, ce sont des Européens, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que leur système est tel qu'il est, il est bien de le connaître que si vous avez votre enfant qui va à une école en Afrique, tous les enfants que je connais qui sont partis de l'Afrique, qui sont nés en Afrique, qui avaient un pied dans le système éducatif en Afrique, quand ils arrivent ici, sont toujours au-dessus de tous leurs camarades américains, qui parfois ont un double travail, apprendre la langue à la fois pendant qu'ils apprennent les leçons, mais ils s'en sortent excellemment. Parce que la charge de travail que nous avons en Afrique est tellement lourde comparée à celle qu'ils ont ici. Elle est très légère. Parce que ici, l'élève est le roi, un peu comme on dirait que le consommateur est le roi. L'élève n'est pas le roi en Afrique. L'élève se bat à s'en sortir dans les mailles des rouages du système éducatif. Mais ici, l'élève est justement le roi. C'est-à-dire qu'il a ses droits en tant qu'enfant, il a encore ses droits en tant qu'élève. Vous voyez, on leur offre la nourriture, le repas, le déjeuner, le repas de midi gratuitement. Ils ont des moyens de transport gratuitement. Et chaque fois qu'un enseignant lui parle, il contrôle son langage. Par contre, que parfois, la plupart du temps, le langage des élèves peut être un langage déplacé qu'on est obligé parfois de corriger régulièrement. Mais l'élève a tous ses principes. On ne porte pas main sur eux, on ne les tape pas. Et c'est un peu ça. Maintenant, ce que je vous explique là dépend d'une rue à une autre. Dans la ville où je suis allé dans 2 ou 3 écoles. Et il y a une qui est vraiment, c'est le petit paradis, c'est-à-dire que les élèves qui sont là-bas vous appellent sœur. How you doing, sir? Ils vous appellent sœur, ils appellent monsieur. Ils disent quand ils vous parlent avec beaucoup de respect. Mais je suis allé dans 2 écoles où vous allez trouver des gars qui vous regardent d'abord comme vous n'existez pas. Et puis, comme vous êtes un extraterrestre. Et puis, vous comprenez dans quel milieu vous êtes. C'est le genre des écoles qui sont situées dans ce qu'on appelle les bidonvilles. Donc, vous comprenez ce qui sort de là. Et puis, mais le système, les lois sont les mêmes et on essaie de les appliquer. C'est vrai que quand vous étudiez l'histoire de l'éducation, du système éducatif des États-Unis, vous vous rendez compte qu'il y a réellement la ségrégation a envahi tout le système social américain. Parce que vous allez dans les banques,
que vous alliez dans le système éducatif, vous allez vous rendre compte que le traitement qui est fait pour les écoles qui sont dans les zones noires, par exemple, les financements qui vont de ce côté-là ne sont pas toujours les mêmes financements, les mêmes attentions qui sont accordées dans les écoles qui accueillent les élèves de couleur claire, c'est un clair. Alors, vous voyez des écoles où vous avez peut-être 1% de population blanche et vous avez 95% de population noire et puis vous avez peut-être 3-4% d'Espagnols, population hispanique. Donc, vous comprenez la réalité de ce côté-là. Vous n'allez pas vous attendre à trouver un beau monde là-bas. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. Je suis désolé de faire une longue vidéo. Mais c'est justement comme ça qu'on doit le faire. Je ne vais pas arriver ici juste vous énumérer des choses, énumérer. Je dois pouvoir partager avec vous les moindres détails. Les moindres détails pour que ce soit un peu plus accessible. Souffrez de prendre un peu de temps pour bien écouter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de nous regarder. Merci de souscrire. Et merci à ceux qui sont déjà là avec moi. À plus, beaucoup de courage. Bye bye.